Nous tenons à dire un grand merci à nos deux présentateurs, M. Massa et M. André. Et ils nous ont maintenant mis dans le but du sujet qui est la sylviculture. Et comme nous le voyons, effectivement, si nous prenons un pays comme le Burkina Faso et pratiquement nous au nord, où nous avons des climats vraiment très scindés, saison pluvieuse, saison sèche, ça veut dire que pour s'en sortir, il faut vraiment maîtriser de l'eau. Et c'est ce que j'ai compris dans ce truc. Parce que chez nous, c'est à saison sèche, tout est sec. Si vous ne donnez pas de l'eau, tout part. Il faut attendre la grande saison pluvieuse pour recommencer. Et je crois que ce sera un grand défi quand même et pour les grandes surfaces. Et quand je suis aussi le développement de la sylviculture, avec tous les images qu'on nous a présentées, et on tend aussi vers la permaculture. Et ça veut dire que vous cultivez toutes les saisons et le terrain est toujours occupé. Et à tout moment, vous avez la nature, à tout moment, la biodiversité est là, à tout moment, vous avez de l'eau, vous avez tout à tout moment. On ne doit pas s'arrêter pour dire maintenant, nous sommes en recherche, nous allons en vacances, nous allons lever et après on revient en saison pluvieuse. Donc, c'est la sylviculture, je vois avec les animaux comment c'est une permaculture que vous devez maîtriser de l'eau pour pouvoir vous en sortir. Maintenant, la section des questions est ouverte. Nous allons prendre 5. Parce que l'heure qu'on a prévu est déjà passée, nous allons prendre 5 questions. Les questions peuvent aller sur la présentation du professeur Massa ou sur la présentation du monsieur André, ou sur les deux en même temps, si vous avez des questions qui concernent les deux présentations. Donc, les présentations sont disponibles pour répondre à vos questions. C'est parti. Il a le micro quelque part, je pense. C'est comme nos amis en ligne, comme il se fait tard. Ce sont des communes. Ah, vous êtes là. Ah, ils sont là. Ok. Oui. Allô? Oui. Il a un micro qui n'est pas circulaire. Oui. Il a pour ça pour la question derrière. Attends un peu, Ibrahim, on va te noter. Ibrahim, donc notez Ibrahim en ligne. Oui, vous pouvez donner Pilo, Okobana, Bawa, vous, Yaya, ça tu prends les noms des grands. Takala aussi, ok. Donc Ibrahim en ligne, Pilo, Bawa, Bokobana, Yaya et Chakala. Voilà. Il a encore Alao, c'est qui Alao? Il a Alao. Je confonds toujours, il est gros comme ça. Donc, à là-haut, et notre Takala, il faut passer Takala, puis là-haut. Yadi, ok. Et Yadi. Bon. Oh. Goubi. Ok, Goubi. Donc, je pense que les uns des autres, quand on va poser les questions, ça va prendre en compte les autres, probablement certains vont désister. Donc, on commence par notre ami. Donc, Ibrahim, vous avez la parole, Ibrahim. Non, il a quelqu'un en ligne qui a dit premier avant de commencer là. C'est Bawa qui a un premier posé. Ibrahim, on t'entend faiblement. Ok, vas-y. Non, la question est de savoir est-ce que avec la sylviculture, est-ce qu'il y a un système d'irrigation propre à la sylviculture?
culture ou non? La maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau. Ouais, tu réponds André ou bien... Oui, André, tu as déjà fait ton expérience au Sahel, donc il faut répondre. Alors, merci Ibrahim pour cette question d'ordre général. Comme nous le savons, la maîtrise de l'eau, pour toute agriculture, il faut, sans eau, on ne peut rien. Alors, et la question spécifiquement, il n'y a pas d'irrigation spécifique à la synécoculture. La synécoculture, c'est un mode de production comme les autres, à la différence que nous mettons l'accent sur la diversité et la densité. Voilà. Et aussi, c'est sinon les différentes pratiques comme exclusion donc, de travail du sol et autres. La synécoculture a en commun avec tous les autres modes de production l'utilisation de l'eau. Et il n'y a pas de, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'irrigation propre à la synécoculture. Par contre, ce que nous avons utilisé jusqu'ici, nous avons utilisé presque tous les systèmes, toutes les stratégies d'irrigation, de l'irrigation par aspersion avec des tourniquets jusqu'au bout à bout et avec des choses, des arrosoirs comme manuels. Donc, en bref, on a besoin de la maîtrise de l'eau. Oui. Ok. Suivant, M. Bawa. Monsieur Bawa. Bon, le complément pour la maîtrise de l'eau, c'est que ça dépend en fait de la région climatique. Donc, si vous avez la pluviométrie constante, qui est suffisante pour soutenir la culture, vous n'avez pas besoin d'irriguer. Ce qui règle parfois. Mais on a cette saison, on ne sait pas que c'est séché, c'est moins de pluie. Et quand c'est pas mal d'hiver, par contre aussi, pendant l'été, on a certains périodes de sécheresse. C'est pas sec comme ici, relativement sec par rapport au plus l'année passée. Aujourd'hui, les grains d'eau, ça dépend aussi de la situation. On n'a pas le système de la fixe prédéfini dans la matériel, mais par rapport à l'application de l'irrigation, selon pour atteindre l'investissement. Et que, de toute façon, on a essayé, par exemple, le sprinkler, mais aussi l'irrigation du tabou. Et donc, les conséquences sont quand même plus que rendement par rapport au coût de l'eau investi par le sprinkler. Donc, le sprinkler, il paraît que c'est un peu l'estimage, mais donc plutôt avec ça nous met au milieu par rapport aux difficultés ou conscientes. Donc, il faut voir ça aussi. Voilà, donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Et à travers cette exploration, on a plus ou moins essayé ce qu'ils vont mieux faire dans notre région. Merci. Merci beaucoup. Oui, docteur Bawa. J'ai dit une de mes questions, c'était liée à la maîtrise de l'eau. Mais un complément, est-ce que, je reviens sur une chose. J'ai juste compris que la synécoculture est fondée sur la synécologie presque. C'est presque les principes de la synécologie dont vous faites appel pour en agriculture en fait. C'est-à-dire qu'on sollicite la synécologie en agriculture. Oui. Je voudrais savoir si il y a dans la croissance des plantes
à une période donnée, on peut arrêter le système d'irrigation et laisser la nature prendre le processus en cours. Est-ce que c'est prévu dans le, comment on appelle ça, dans le guide? Est-ce qu'il y a un guide? Si dans le manuel technique, est-ce que cela est prévu pour laisser la nature prendre la relève? Maintenant, autre chose, c'est que dans la écologie, ma crainte est celle-ci. Il faudrait une connaissance fine des espèces qu'on introduit pour éviter les compétitions mortelles. C'est-à-dire qu'une espèce qui peut arrêter tout le processus à un moment donné. Par accident d'introduction, vous risquez d'introduire une espèce comme ça a été fait ici par le passé avec l'eucalyptus qui siphonne plus d'eau que les autres espèces. Et l'effet escompté au bout d'un an ou 3 ans, on la connaît. Après, on n'a que les plants d'eucalyptus. Pareil avec le teck. Quand on a invité le teck dans ce pays, à un moment donné, on a pensé que c'était leur vers ça. Et tout le monde s'est lancé dans le teck aujourd'hui. Et je pense qu'il y a les gens qui gèrent les forêts ici, je pense qu'ils ne conseillent plus les cultures de teck. Parce que ça finit par être des monocultures. Alors, ma crainte est située à ce niveau. Est-ce que quand on arrive dans une zone écologique donnée, on prend le temps d'étudier les espèces de cette zone, d'identifier les espèces qu'on peut mettre ensemble avant de lancer le processus de la sylviculture? Parce que ma crainte est située à ce niveau. Sinon, ça peut marcher avec certaines espèces et à un moment donné, par accident, on introduit une espèce qui arrête tout le processus. Donc, je voudrais qu'on m'éclaire, qu'on me situe par rapport à cette crainte-là. Avant de laisser la parole au professeur Massa et André, j'aimerais vous informer quand même que le centre le CAST est en collaboration avec l'université pour la recherche. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire ensemble et dans le site aussi, on doit travailler ensemble avant que la vulgarisation, comme vous le dites, ne soit faite. Donc, on doit travailler ensemble, nous sommes dans la recherche. Et pour ça, Massa a fait beaucoup de recherches en Kenya. Nous aussi, on doit faire pour s'adapter à nos conditions du milieu. Et c'est pourquoi dans chaque pays, il a déjà des groupes dans chaque pays pour faire les travaux selon les conditions de leur milieu, en identifiant les espèces qu'ils vont utiliser, les conditions dans lesquelles ils vont les utiliser, afin que les trucs prennent de façon générale. Donc, on n'a pas voulu prendre une solution, par exemple, du Japon, pour venir installer au Togo. Non. On nous dit, les chercheurs doivent être impliqués pour choisir ce qui correspond aux conditions du Togo. Et on ne doit pas introduire les techniques, effectivement, comme on le dit, prendre les arbres du Japon pour venir introduire, on ne sait pas ce que ça va donner au Togo. Nous allons nous adapter aux conditions du Togo ensemble avec le centre. Bon, mais je peux laisser les grands... La question, c'est la frontière entre la cinéculture et la biologie. Ok, bon, là, les spécialistes vont répondre. La question, quelle est la frontière entre la cinéculture et l'agroécologie? Si vous regardez le champ, en fait, si vous regardez le champ agroécologique, ça peut partir, ça peut devenir toutes sortes de choses. Il y a des gens qui font quand même de la monoculture bio et qui pensent sur l'agroécologie. Quand vous pensez à quel niveau de biodiversité il faut savoir compter les espèces et leur fonctionnement. Et si le champ amélioré, c'est par rapport à quel critère? Est-ce que c'est physiologique, donc dans le cadre de l'écologie, c'est écologique, donc par rapport à la psychologie de l'écosystème. Donc il y a plusieurs critères qui distinguent les espèces, c'est deux différences. Et c'est pour ça que j'évite généralement l'utilité agroécologique, alors que bien sûr je sais que c'est rare pour le champ agroécologie, mais aujourd'hui c'est clair que pour moi c'est un peu pour aller. Donc j'essaie de bien choisir le mot qui est la culture et je ne vais pas pousser dans l'agroécologie, tout le monde prend à chacun son interprétation. Donc c'est un peu comme ça. Et au niveau du choix d'espèces, c'est vrai qu'il y a certaines conditions fatales qui ralentissent la croissance de certains plantes. Par exemple, on ne peut pas faire dans un pays
consultant n'est pas assez général, mais la plupart, ça va à l'expérimentation on va appliquer. Et c'est pas si difficile. Parfois, il suffit d'augmenter la diversité pour sortir de ces conséquences-là, parce que la réalité, quand les plantes posent la diversité, c'est qu'ils ont besoin de la eau. Et si vous faites isoler, ça complique un peu la situation pour compenser ce qui manque, vous devez faire beaucoup de travail. La vie, le soleil, etc. Mais parfois, il suffit de mélanger les séquences, mais de différents composants. Choisir. Ce n'est pas une seule combinaison. Parce que vous allez faire les portefeuilles de différentes séquences. Et pour ça, vous allez regarder ce qui va bien avec qui et qui ne va pas. Et même si il y a des gens qui ne vont pas, vous allez de nouveau modérer la diversité. Et c'est possible, c'est bien possible que dans l'état de communauté plus diverse qui a eu l'échec, on réussit cette fois. Il y a le protocole de recherche et d'exploration qui peut nous conduire à la découverte de ça. Et parfois, c'est au-delà de la connaissance. Merci beaucoup. André, à compléter, ça va? Docteur Bawa, ça peut aller? Oui, après, on a la. Professeur Pilot, vous avez la parole. On a tout le temps pour poser. On est ensemble jusqu'à demain samedi. Dans le bus, partout où on est ensemble, on pourra encore continuer. Le professeur Bawa avec un programme. D'accord. Ok, merci au présentateur. Je souscris particulièrement à ce que le collègue Bawa vient de soulever. Ça faisait partie de nos inquiétudes. Une compréhension. Est-ce que, il me semble que vous affirmez que le rendement de la sylviculture est supérieur au rendement de la culture conventionnelle? C'est ça ou j'ai mal compris? Peut-être ça va orienter ma question. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça? Oui. Bon, ça pose, bon, à mon avis, je ne sais pas si vous avez des références, on va lire, parce que Oui, c'est ça. voilà, Vous pas ça donner. généralement, très complexe quand même. Et bon, pendant Et comment le rendement est calculé? Parce que si je veux faire le maïs en mono, sur un hectare, vous voulez dire que ce que je gagne est inférieur à si je passe en sylviculture avec le maïs, ou c'est quand même une productivité de toutes les espèces qui sont sur la parcelle ou comment. Donc, ça c'est peut-être ma première interrogation, et elle est en lien avec la vision du pays qui est de faire de l'agriculture la dynamique du développement. Ce n'est pas la même structure que par exemple ce qui se fait au Japon. Voilà. Si on veut faire par exemple du maïs là pour mettre du soja bio, le taureau est bien ici dedans. Si on veut faire de ça une culture principale, si on passe dans la sylviculture, je doute que vraiment cette... parce que là, je vois plus de variété dedans par rapport à une culture. Ma deuxième intervention par rapport à la mécanisation. Est-ce que la sylviculture permet la mécanisation vraiment jusqu'à un niveau poussé comme la monoculture? Sinon, qu'est-ce que vous prévoyez pour le passage à des niveaux, à des grandes échelles, où on doit utiliser vraiment des machines agricoles? Je m'arrête ici. Merci. Bon, le professeur Philo, avant de laisser les spécialistes répondre, bon, je crois déjà ceux qui sont en agro pur savent que quand on fait une culture de monoculture et qui fait une culture en association, on calcule les rendements par superficie et non par culture. Bon, si toi tu choisis de faire ta monoculture et moi je choisis de faire l'association, on calcule le rendement sur la surface et non pour les puits de maïs seulement. Parce que moi j'ai d'autres cultures, je dois calculer le rendement de cette culture aussi. Si je calcule seulement le rendement du maïs, on n'a pas dans les mêmes différentes comparaisons. Donc on compare les superficies et le contenu des trucs qui est dedans.
effectivement, si tu dis maïs, l'autre maïs, comme c'est la monoculture, ça va dépendre sur maïs. Et généralement, si on veut vraiment, on va voir au niveau des protéines, la composition de tous les éléments que moi j'ai à cette situation, ça dépasse ce que toi tu as en monoculture. Donc, et aussi la biodiversité que cela amène, ça dépend déjà. Mais si on va dans la logique, donc tu es en train de dire que on dit le Togo veut la dynamique de prendre où on incite à aller en monoculture. Bon, ça c'est dans l'esprit où nous voulons vraiment commercialiser. Aujourd'hui, bon, effectivement, nous n'allons pas à part. Je ne suis pas sûr que c'est tout le Togo qui va adopter la monoculture. Je ne suis pas sûr. Parce qu'on a déjà des modèles qu'on a déjà fait, comment on appelle, agroécologie ou quoi. Il y a plein de modèles, les gens ont déjà testé, combien de personnes adoptées. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est la sylviculture. Peut-être une grande partie ou bien un nombre va adopter. Parce que, comme nous l'avons déjà dit, l'agriculture familiale, tout pour maîtriser la nature, l'environnement et ce qu'on mange. Et ceux qui veulent utiliser les tracteurs, broyer tout et vendre, ils vont le faire aussi. Chacun sera dans la logique, mais l'essentiel pour aller dans l'agriculture durable, il faut un modèle, et ce modèle que la société ou bien le centre nous fournit, c'est l'agriculture. C'est ce qu'il a parlé, l'agroécologie, c'est un simple. Effectivement, on n'a pas pu appliquer ce que les gens appellent par l'agroécologie. Aujourd'hui, moi, j'aurais demandé quelle est la différence entre la permaculture et la sylviculture. C'est ça, la permaculture et la permaculture, c'est clair, ça s'entend bien. On dit la culture permanente. Agroécologie, on ne sait même pas là où on va le mettre. C'est un peu difficile à mettre en place, à l'expliquer même. Aujourd'hui, il a ce thème de sylviculture qui m'amène même à dire qu'on va vers la permaculture où tu dois maintenir tout sur le sol et avoir la nature à tout moment et en tout lieu. Bon, ça dépend de quelle espèce nous mettons, mais bon, je crois que les spécialistes vont mieux éclairer un peu la situation pour qu'on comprenne tous. Merci beaucoup, professeur Mata. Je crois que vous avez dit. Sur la rentabilité, non seulement de la sylviculture, mais de l'agriculture en général, il y a plusieurs paramètres. Donc, je voulais assumer quel paramètre vous parlez de rendement. Est-ce que c'est la rentabilité à un point donné? Une saison, pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 100 ans, ça change tout. Et quand on dit la monoculture, souvent on parle juste de rentabilité par rapport à la gestion d'une entreprise. Et donc on ignore l'effet externe. Ça c'est une chose. Mais ailleurs que ça, ce que j'ai fait comme comparaison, c'est sur le rendement de tous les produits. Par surface à la donc par mètre carré par an. On a déjà beaucoup de standards de l'agriculture. Au Japon, l'Alsace, on n'en a pas beaucoup, donc on a pris les bases de la FAO qui indique le rendement aussi beaucoup. Et aussi, CAPS a fait une expérimentation en parallèle de la sylviculture. Et c'est pas la monoculture conventionnelle, mais la monoculture bio traditionnelle, aussi la permaculture. Et on a toutes les données avec tous les paramètres qui sont définis le rendement dans notre agriculture. Ainsi, il y a un technique que j'ai publié l'année passée qui indique toutes les données détaillées. Donc, je vous invite à consulter ça si vous êtes curieux logiquement sur la constitution de ce qui servir de rendement. C'est très important parce que souvent on découvre, on se découvre, on a pas mal ignoré des choses pour tout simplement dire si c'est maintenant, c'est il y a la rentabilité et la réalité, c'est très différent. Quand on dit rentable, ça dépend aussi sur quel paramètre vous définissez. Comme c'est une question sérieuse, je vous invite vraiment à découvrir notre publication pour synthétiser la connaissance scientifique. Une deuxième question sur la mécanisation. En fait, je vais parler de ça demain dans la session d'éthique. Oui, on accepte aussi la mécanisation, mais pas avec le tracteur, parce qu'on n'a pas besoin de la des champs. C'est plutôt pour la récolte à partir des stations vraiment complexes, parfois qui devient assez long, parce qu'il y a la succession écologique. Et donc, c'est plutôt. Il y a plusieurs modalités, soit avec moi, avec la robotique, etc. Mais c'est condition que ça n'interdit pas
mécanisation, c'est en fait si on mécanise des choses, ça peut devenir plus rationnel, mais en même temps, ça crée le blocage de notre mentalité, que les gens s'arrêtent d'apprendre. Et ce qu'il ne faut pas tolérer à la sécurité, parce qu'on a toujours le changement, soit de l'environnement, soit de biodiversité, avec l'écosystème. Donc on doit s'adapter. Et pour ce faire, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est automatiquement découvrir ça, c'est nous-mêmes qui doivent utiliser cette machine pour s'adapter au changement. Donc il ne faut pas découvrir l'homme et la nature, il faut plutôt maîtriser cette machine pour que l'homme comprenne mieux sur la nature. Je vais détailler ça dans la démonstration. Merci. Merci beaucoup. Et professeur Philo, on peut encore continuer les causeries comme professeur Massa avec nous et jusqu'à samedi. Donc s'il a des éclaircissements, on peut continuer. Docteur Bokovana, vous avez la parole. Merci, docteur. Et ma première question, c'est, bon, je crois que M. Massa a répondu à la question en partie. En fait, c'est de savoir, est-ce qu'en sylviculture, il y a une gestion particulière adventiste? Oui, est-ce qu'il y a une gestion particulière? La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que vous avez des études qui montrent un peu l'influence et l'effet de la sylviculture sur les caractéristiques physico-chimiques du sol, bon, même biologique, voilà, les caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol. Voilà la seconde question. Merci. Quand on dit mauvais herbe, il faut savoir pourquoi c'est mauvais et pour qui. Et parfois, dans l'agriculture, on dit mauvais herbe tout simplement parce qu'on l'ignore. Mais mauvais herbe, ça constitue aussi une partie de l'écosystème, de son fonctionnement essentiel. Et parfois, ce sont des plantes. Donc d'abord, pour répondre à cette question, il faut se demander ce que ça dure les adventistes. Et si les adventistes pour être intégrés comme une sorte de plan d'étude, sert à l'agriculture, on apprend comme une partie du produit. Et si on n'a pas l'intérêt de produire, mais si ça sert à la fonctionnalité de l'écosystème, on maintient quand même, on va profiter de la fonctionnalité, parce qu'on n'est pas le paysan, on va compter sur les autres adventistes pour maintenir la fertilité du sol. Donc il faut décomposer, soi-disant, adventistes à plusieurs échelles et regarder ce qui contribue à la synécologie du futur et ce qui est un excès, donc ce qu'il faudrait contrôler quand même. Et bien sûr, on a le cas que les adventistes envahissent le terrain si on ne fait rien dans cette reproduction et la propagation thérapie de l'adventisme. Et si vous ne faites rien, vous perdez la politique, ça c'est sûr. Mais c'est aussi ce qu'on appelle les adventistes qui ont contribué à restituer le sol au Burkina Faso. Parce qu'au début, le sol était mort, donc on n'avait plus de semences naturelles. On parle de semences d'adventistes. Même l'adventisme aussi ne se vivait pas dans le sol européen. Donc il fallait faire des adventistes pour éventuellement se tenir dans notre culture de la terre. Donc vous voyez, il faut regarder la même chose sur plusieurs aspects et juger dans quel contexte cette plante peut bénéficier à telle fonction et essayer de choisir un bon système. Et c'est comme
pour ça que le système de gestion devient aussi complexe à la sylviculture. Au Japon, on est en train de développer des éthiques, la technologie d'information et de communication, pour avoir tous ces critères jeu, c'est-à-dire que si on fait un peu par hasard, c'est pas l'expérience, ça va coûter des millions d'années pour arriver à l'état égal. Quand on a les bases données, il y a des critères de gestion, comme je l'ai expliqué, qui est créé par l'équipe. Par exemple, il y aurait plus de facilité à apprendre et comprendre ce qui se passe dans le champ, et il y aurait beaucoup plus de choix pour mieux gérer le production. Ça, je vais revenir aussi à l'exploiter de Merci beaucoup. André, tu as dit quelque chose? Il y avait une deuxième question là, qui était sur la sylviculture sur la biodiversité, non? est-ce qu'il y a une étude sur la composition chimique du sol? Est-ce qu'il y a des études de la sylviculture? Et les effets, la contribution de la sylviculture à la matière, c'est ça? Au sol. Il y en a. Il y a au moins 12 articles qui sont publiés, donc je vous invite à découvrir sur notre site de l'INAB. Et le dernier article, c'est lié à l'histoire aujourd'hui. Donc, je vais vous donner le lien. S'il y a un portail, vous pouvez mettre l'information. Donc, je vais vous inviter. Je l'ai dit que composants phytochimiques du sol, phytochimiques, c'est un exemple. Ça ne change pas sur la composition physique, parce que c'est un exemple. Merci beaucoup pour ça. Et je ne sais pas si aujourd'hui ou bien demain, on va créer un groupe WhatsApp pour envoyer les informations, pour ceux qui sont là, pour envoyer les informations, les publications dans le groupe tout le monde. Ça serait difficile d'envoyer les informations à chacun de vous, mais toutes les informations que nous aurons en sylviculture, on va les envoyer dans le groupe. Est-ce que vous avez mis les contacts dans la liste de présence, les contacts WhatsApp? Et sinon, peut-être demain, on va reprendre, ou bien à la sortie, on reprend pour mettre les contacts WhatsApp pour qu'on puisse envoyer les liens et les publications dans le domaine de la sylviculture. Ce qui nous permettra de continuer les réflexions et de nous accompagner dans la mise en œuvre des activités de la sylviculture et surtout de la recherche aussi au niveau de l'Université de Ghana et au niveau du Kosovo. Donc on a besoin de votre contribution pour la mise en activité et les travaux de recherche aussi en sylviculture. Merci beaucoup. Monsieur Alaou. Monsieur Alaou, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Oui. Ok. Bon, ma première question, c'était de voir pour une personne qui décide de se mettre en sylviculture, est-ce qu'il y a une sorte de manuel ou un guide qui peut aider pour les techniques, comment dire. C'est la première question. La deuxième, dans le début des présentations, on a parlé de certification qui viendrait après. Je prends un peu, par exemple, l'agriculture biologique, il y a par exemple un temps de conversion pour qu'un sol ou bien un champ soit déterminé comme un champ biologique, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi un temps de conversion pour la sylviculture? La dernière question n'a pas suivi. Je dis, je prends un peu l'exemple pour l'agriculture biologique. Ouais. Pour qu'un champ soit déterminé comme un champ de AB par exemple, il y a un temps de conversion. Ouais. De 3 ans par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi le même temps de conversion? Avant d'indiquer le temps est certifié sylvico. Oui. Donc il a 3 personnes, il a mis un guide. Vous allez parler de la certification. Comment il a C'est pas encore. D'accord, pardon, ça va. Et tu as posé combien de questions? Bon, Alors, la première question, c'est par rapport à la certification, est-ce qu'il y a un guide? Oui, dans
d'abord la mise en place du sylviculture. Est-ce qu'il y a un guide pour mettre en place? Et maintenant, pour être certifié, est-ce qu'il y a un processus comme bio? Est-ce qu'il y a combien d'années qu'il faut faire ça pour que ce soit certifié? Est-ce qu'il y a un guide? Est-ce que pour le processus, est-ce qu'il y a combien d'années? Oui, c'est ça. Pour être certifié. Alors, oui, il y a pour la certification, ça c'est une des questions, n'est-ce pas? Oui. Et les autres questions, on va les prendre une à une. Parce que alors, il y a un guide pour la certification, et un guide à l'intention des synéco-managers, des agents que nous mettons sur le terrain, et un guide pour le producteur même. Et il y a un fichier qui identifie la parcelle avec son historique, les précédents culturels et tout. Voilà. Et donc, il y a pour la recherche aussi, il y a un protocole. Il y a un protocole de recherche pour ce qui concerne la sylviculture. C'est bon? Un autre paramètre là. Pour le terrain, est-ce qu'il y a, bon, comme tu l'as dit, temps de conversion historique. Temps de conversion, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un fichier qui identifie le terrain pour savoir. Le temps de conversion, ça dépend des précédents. Ça dépend des précédents. Sinon, c'est de 2 à 3 ans. C'est comme bio. Pour ça, par ça, vous avez quelque chose à dire? Alors, on est en train de constituer le système de certification pour CARS. CARS vous accompagner dans le terrain et puis expliquer des choses importantes du protocole de certification. Parce que comme il s'agit de jouer sur la biodiversité, on ne peut pas fixer des choses comme c'est ça. Il faut faire un peu attention. Il y a le protocole de recherche et d'exploration. Et au niveau de la distribution des plantes, il y a le système scientifique qui indique que oui, notre champ est entré dans la phase d'auto-organisation. C'est-à-dire la biodiversité contribue à changement à la fonctionnalité que c'est là ça remplit les conditions de sécurité. Mais pour l'adaptation personnelle, on a déjà le manuel de structure qui peut aussi consulter avec nous. Merci beaucoup, M. Massa. Les amis, on a dit 14 heures là, je sais que tout le monde est fatigué, sincèrement. Et il a encore 3 personnes qui viennent poser des questions. Est-ce que, malgré toutes les questions des uns et des autres, il a encore bien lu? Est-ce que vous pensez que vos questions sont déjà inspirées ou bien vous voulez tout encore poser les questions? Ceux qui pensent que ce n'est pas encore passé, ta question, malgré tout ça, la table n'est pas encore passée. Ok, monsieur, vous avez la parole alors. Pardon, soyez bref, une question, parce que les gens sont fatigués. Certains sont ici depuis 7 heures. On n'attend pas. Merci pour la présentation. Je suis Yaya Abdelfata. Ma question est spécifique sur les points forts et les points faibles de la solution, c'est-à-dire la sylviculture. Aujourd'hui, nous avons parlé. Les points forts, les points faibles, c'est ça? J'essaie d'expliquer ma question. Aujourd'hui, nous avons parlé de plusieurs types d'agriculture qui existent déjà, l'agriculture biologique, conventionnelle. Toutes ces formes de solutions existent pour apporter ça, c'est normal. Tout ce qui est arrivé là, les problèmes qui existent déjà. La question aujourd'hui, c'est de savoir si la synécoculture. Pardon, ça va. Ils ont compris, ils vont répondre. Tout système agricole a un problème. Pour moi, ça c'est clair. Donc, s'ils ne sont pas encore arrivés là pour faire le problème, le problème, c'est pas. Alors, merci, c'est une question vraiment pertinente. C'est vraiment pertinent. Alors, comment? Mais tu as dit quels sont les points forts et les points faibles, non?
La question est de savoir non seulement l'aspect de mettre une agriculture saine, est-ce que ça prend en compte les acquis, c'est-à-dire les points forts de ce qu'on fait déjà, notamment sur le plan de la productivité, de l'environnement, afin même de pallier à tout fait côté limite les solutions que nous utilisons aujourd'hui. Je n'ai plus rien compris. Je me suis un peu perdu. C'est ça. Moi, je n'ai plus rien compris. Les points forts et les points faibles. Ça, c'est. Arrêtons-nous là-bas pour le moment, pardon. Ok. Ok. Bon, rassurez-vous, vos questions trouveront des réponses d'ici demain ou d'ici samedi. Mais ce sont des questions légitimes. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pertinent. Alors, et comme l'a dit le professeur Kadi, nous ne pouvons pas dire que la sylviculture n'a que des points forts. Ça n'existe pas dans ce monde. Et il y a que, déjà, pour moi, le plus grand point fort, le plus grand et le plus évident, c'est le fait que la sylviculture, contrairement à tous les autres systèmes de production, arrive à annuler la dualité entre productivité et préservation, et besoin de préservation de l'environnement. La sylviculture, non seulement ne contribue pas comme nous savons tous que la perte, l'érosion de la biodiversité est due en partie à notre système de production agricole. Et ici, la sylviculture arrive à être au milieu, à arriver au point zéro, sinon même à accroître la biodiversité sur le champ. Par exemple, un exemple très simple, pour tous les autres systèmes de production, pour commencer, on abat les arbres, on fait de la lumière, on coupe, on éclaircit pour pouvoir, avant de produire. Pour la sylviculture, on arrive même là où c'est déjà vide. La première des choses à faire en sylviculture est de planter des arbres. Et ces arbres, on les plante en fonction de nos besoins. Ça peut être des arbres fruitiers, ça peut être une combinaison d'arbres fruitiers et d'autres des espèces médicinales, ça peut être des herbes fourragées. La logique est qu'on plante des arbres d'abord. Et maintenant, c'est entre les arbres qu'on fait les autres productions. Donc, ça, c'est un des points forts du point de vue de la contribution de la préservation de l'environnement, et même la reconstruction de la biodiversité et arriver même à l'augmentation de la biodiversité de l'espace. Il faut donner un point faible, aussi. Alors, le point faible, c'est que la sylviculture le partage aussi avec les autres modes de production, c'est le besoin d'eau, le besoin en termes d'eau. Parce que la sylviculture est un système de production sur toute l'année. Et vous savez que dans nos pays, nous n'avons pas l'eau de pluie toute l'année. Alors, pendant la saison sèche, la saison où nous n'avons pas l'eau de pluie, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un des points faibles. Pourtant, ça doit se poursuivre toute l'année, ça ne doit pas s'interrompre. La question de l'eau. Je vais finir avec une introduction de pensée orientale, c'est que quand vous dites point fort et point faible, ça se change. On dit aussi que point faible, dans le point fort, on a le point faible, dans le point faible, on a le point fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends l'exemple dans l'agriculture. Si l'agriculture a aucune productivité, est-ce que c'est le point fort? Ça dépend de toutes les productions que vous parlez. Parler de l'agriculture, c'est pas bon. Si vous parlez de gagner l'argent ici devant, c'est tout. Donc au lieu de discuter sur le point, comme sur la vie fixe de ce qui est fort, ce qui est faible, il faut penser à la condition ce qui nous fait regarder le même phénomène comme le point faible, comme le point fort. Vous voyez, le phénomène même, c'est deux. Il n'y a pas de phénomène fort ou faible, mais c'est juste notre interprétation de notre contexte social.
des avis, tiens, ça peut être le confort, ça peut être le confort. Donc voilà, si vous faites la liste de confort que vous pensez, vous allez tout de suite perdre dans cette liste. Et si vous commencez à contempler pourquoi je considère ça comme confort, pourquoi je considère ça comme confort, et là le changement commence. Voilà. Merci beaucoup. Il reste deux. C'est bon? Bon, les deux autres, on peut continuer ensemble au dehors. Demain, samedi, on est toujours ensemble parce que les gens sont vraiment fatigués. Bon, je prends le micro quand même. Et chers participants, nous tenons à vous dire vraiment grand merci pour votre présence, pour vos apports et nous comptons sur vous pour demain et samedi pour continuer à alimenter ce débat, cette discussion, pour nous permettre d'avoir des idées, pour travailler ensemble et trouver des solutions ensemble. Et pour nous tous, nous vous remercions. Merci beaucoup. Ok. Merci à tout à chacun de nous pour les informations. Demain, on commence à 8h précises. S'il vous plaît, soyez à l'heure pour qu'on puisse se libérer à temps. Et actuellement, dans le vol, il était prévu notre pause déjeuner. Vu le temps qui presse et la disponibilité des réfectoires, on a fait ça en jetable. Donc, chacun prendra son kit et pourra le gérer comme il veut. Mais pour ceux qui le plat là ne va pas plaire, ils peuvent laisser ça au professeur et moi on peut ramasser. Merci. Rappel le 24 janvier à Sarakawa.